Bonjour à tous. Merci à tous de votre présence. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter mon mémoire dans le cadre de ce webinaire organisé par l'Institut des Actuaires. Ces travaux ont été réalisés en 2023 au sein de la direction réassurance cession de Covea. Donc, après 2 années consécutives d'augmentation assez conséquente pour les coûts de placement dans les traités de réassurance, avec des tensions particulièrement forte dans le contexte inflationniste, autant pour les coûts que pour les fréquences d'événements extrêmes. Donc les assureurs étaient donc d'autant plus incités à se tourner vers d'autres solutions que celles proposées par le marché. Mais dans l'environnement assez compétitif et concurrentiel, le fait qu'un groupe d'assureurs, donc comme Covea, mutualistes, puisse se placer garant de partenariats de qualité et des liens de confiance qu'il existe entre ces entités. L'idée était d'essayer d'analyser la création de solutions de réassurance internes et d'essayer de voir si des outils de la théorie des jeux pouvaient modéliser ces interactions entre entités. Donc une branche était particulièrement touchée par le durcissement des prix réassurance. Il s'agit de la responsabilité civile automobile et qui sera au centre de cette présentation. L'objectif de ce mémoire était donc d'analyser si des outils de la théorie des jeux pouvaient concrètement aider à la décision dans le cadre de la construction d'un programme à terme de réassurance pour un groupe d'assureurs. Je vous propose un circuit de présentation en 3 temps. On va d'abord s'attarder un peu sur la définition et sur les grandes caractéristiques de la garantie responsabilité civile automobile. Dans un second temps, on abordera la modélisation de cette garantie et enfin, dernière partie, traitera donc de la modélisation d'interactions entre différents agents économiques en s'appuyant donc sur la théorie des jeux. Une emphase un peu plus importante sera apportée à cette dernière partie, notamment du fait que les deux premières ont déjà été traitées dans d'autres mémoires et dans de nombreux travaux. L'idée de la dernière étant légèrement un peu plus novatrice, donc ce sera ce point-là qui sera le plus mis en avant. Concrètement, on travaille sur un portefeuille de contrats individuels, donc non professionnels, qui sont couverts pour de la responsabilité civile automobile, excusez-moi. Le terme donc RCA, qui est finalement un terme aux multiples raccourcis, puisque le terme automobile englobe finalement la plupart des véhicules terrestres motorisés, et le terme responsabilité civile est lui défini en dehors de droit commun par la loi Badinter, un cadre juridique donc très particulier qui va donner lieu à un type de couverture qui l'est tout autant, puisque la garantie est obligatoire, donc on a un milieu qui est très concurrentiel. La victime, qui est le facteur déterminant pour le prix du sinistre, est inconnu avant la déclaration du sinistre. Et il est légalement impossible de poser une quelconque limite à l'indemnisation versée par l'assureur, et donc une exposition qui, elle aussi, est obligatoirement illimitée. De plus, les sinistres les plus importants reposent principalement sur des dommages corporels qui vont donc à la fois être patrimoniaux et non patrimoniaux. Une particularité qui va impliquer un cadre temporel extrêmement vaste, avec des temps de consolidation, des temps de négociation, des temps de procédure judiciaire et ensuite aussi des temps de versement d'indemnités sous forme de rente qui donc peuvent s'étaler sur toute la durée de vie humaine. Euh, dans tout ça, l'évaluation est assez complexe, notamment déjà d'une part sur les préjudices, mais également du fait qu'il y a beaucoup de changements dans le temps, et notamment des changements d'application du cadre juridique qui était déjà assez décrié par les assureurs et les réassureurs depuis quelques années. Euh, la base de données donc utilisée dans ces études, c'est celle de Covea, donc je ne vais pas en faire état de tous les détails. Mais on s'est concentré sur les années de rattachement et les survenances de 2007 à 2022 pour tous les sinistres. On considère uniquement
les sinistres avec des composantes corporelles importantes, donc plus de 95%. Le sinistre est défini envers une victime unique. La valeur des rentes qui sont considérées dans les sinistres sont des valeurs retraitées pour coïncider avec les clauses du traité de réassurance et donc toutes les évaluations enfin, les sinistres conservés sont ceux dont l'évaluation a franchi au moins une fois un seuil défini comme le seuil d'intérêt pour le traité. Donc là, cet exemple de sinistre dans le tableau, ramené en base 100, montre que cette évolution, il y a une évolution temporelle qui est à considérer, qui va complexifier évidemment la gestion, mais qui doit aussi forcément être prise en compte dans la modélisation de cette branche longue. Euh, donc de manière assez classique, on va utiliser un modèle collectif pour modéliser cette garantie pour chaque assureur et chaque entité du groupe. On va donc supposer un caractère indépendant identiquement distribué pour les coûts, ainsi qu'une indépendance entre les coûts et les nombres. La première étape de toute cette modélisation consiste à une mise en ASIF. Donc on va actualiser les statistiques, donc supprimer l'impact de l'inflation, chercher à supprimer l'impact de l'inflation monétaire, faire un redressement, donc constituer une base de portefeuille entièrement homogène au niveau des changements de garantie, au niveau des changements de profil de risque, que ce soit dans les franchises, dans les nouvelles exclusions, dans les changements de nombre de véhicules, par exemple. Et enfin, on va chercher à revaloriser la statistique, c'est-à-dire s'adapter dans les changements du coût du risque. Donc, s'il y a des augmentations pour les coûts de matières premières, donc là, en l'occurrence, pour les coûts de prothèses ou d'accompagnement à la personne, s'il y a des nouvelles méthodes de soins qui sont développées, etc. Et également s'adapter au cadre juridique, s'il y a de nouvelles indemnisations, de nouveaux postes de préjudice ou des nouvelles jurisprudences. Euh, donc l'idée de l'ASIF, c'est de ramener toutes nos valeurs dans une vision 2023 comme étant l'année de rattachement de cette étude. Euh, pour cela, on va utiliser donc deux indices, construction de deux séries temporelles qui ont pour but de représenter l'évolution du coût et des nombres sinistres. C'est pas vraiment une tâche très aisée. Euh, L'idée qu'on a eue pour les coûts, c'était de construire un indice composite, donc un peu à l'image des indices risque industriel ou Breed Machine qui sont publiés par France Assureur. Euh, Savoir que la valeur des dommages corporels en RC Auto, quand on les décompose autour de la nomenclature de Dantillac, principalement trois postes de préjudice qui vont porter jusqu'à plus de 80% de la valeur. C'est l'assistance tierce personne, les dépenses de santé futures et la perte de gains professionnels futurs. L'idée donc, c'est de développer, d'utiliser trois indices publics de l'INSEE différents avec des superinflations pour capturer, enfin, essayer de représenter au mieux l'évolution de ces trois postes dans le temps et leurs variations, et ensuite d'agréger ces indices en faisant une moyenne pondérée pour construire un indice composite global. Bien sûr, tout ça a été mené dans une vision comparative par rapport à toutes les variations réelles et qui ont été observées par d'autres acteurs, aussi observées par d'autres acteurs sur le marché, notamment une étude de la CCR ou de SCORE, anciennement, Suisse également. L'étude de la CCR qui était utilisée, c'était celle de 2019 pour le mémoire, mais comme elle a été mise à jour cette année, j'en ai profité pour mettre à jour aussi ce graphique. Et donc pour les nombres, l'idée de l'indice, c'était de suivre la proportion du nombre de véhicules qui sont assurés dans le portefeuille de l'entité considérée par rapport à l'ensemble du parc de véhicules français, et ensuite d'en faire la multiplication par rapport au nombre d'accidents graves qui sont observés en France à partir des fichiers publiés par le ministère. Donc une fois qu'on a tous ces indices qui sont construits pour les coûts et donc pour les nombres, on peut obtenir une vision 2023, mais toutes ces données ne donnent pas la charge finale, puisqu'on a vu le développement étalé dans le temps. Il faut passer par une mise à l'ultime. Pour cela, classiquement, on utilise la méthode de Chainladder avec l'objectif de capturer trois effets, donc les sinistres connus pour lesquels les suspens sont insuffisants,
et BNER, et les sinistres connus pour lesquels, à l'inverse, les suspens étaient trop importants et on avait une déflation tardive une diminution tardive de l'évaluation. Et enfin, les sinistres qui sont déclarés tardivement ou les sinistres qui n'ont pas encore eu lieu, donc IBNR, YR généralisé. Euh, Ces trois éléments-là, on va les prendre donc avec l'aide de l'algorithme de Chainleader appliqué à deux triangles distincts. On va suivre les nombres en suivant donc en formant un triangle de nombres de sinistres qui ont dépassé le seuil qui a été retenu. Et pour les coûts, on va construire un triangle qui ne retient que les charges qui sont supérieures au seuil retenu pour les coûts, mais qui sont supérieures à ce seuil-là pendant 2 années consécutives. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'évolution des sinistres qui sont bien supérieurs au seuil d'intérêt pour les traités de réassurance et de s'y fier pour développer ensuite les valeurs ultimes de chaque sinistre. Bien sûr, ces visions ultimes qui sont ainsi obtenues, elles le sont dans une vision 2023, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une vision survenance 2023. Donc pour ça, on va utiliser, enfin pour passer de la vision 2023 à la vision survenance 2023, on utilise des cadences de paiement individuelles. L'idée, c'est de prolonger les cadences de paiement observées pour chaque sinistre historique, de les prolonger à l'aide des cadences de paiement moyennes ou en utilisant une interpolation linéaire. Euh, une fois qu'on a supposé un nombre d'années maximal à la partir de laquelle tous nos sinistres sont supposés liquidés à 100%. C'est-à-dire supposer que l'évaluation à cette date-là est stable. Donc, une fois qu'on a nos cadences de paiement individuelles, on peut les appliquer pour construire nos paiements et impliquer l'inflation future, donc sur nos paiements décumulés. Ensuite, on recumule nos paiements inflatés et c'est comme ça qu'on obtient la valeur ultime de chacun des sinistres. Le fait est que impliquer l'inflation future directement sur des paiements nous permet de ne pas l'appliquer sur des évaluations qui comprennent des provisionnements et de faire bouger des provisionnements avec une inflation future. Ensuite, on a donc l'étape de calibrage pour les coûts et pour le nombre du modèle collectif. Je me permets de passer sur ce sujet parce que il est déjà très traité dans toute la littérature actuelle et je ne pourrais pas ajouter grand-chose en 5 minutes de présentation. Donc, calibrage assez classique, ou même on peut utiliser un calibrage pour les coûts de deux lois différents en utilisant vraiment une Pareto uniquement sur la queue des valeurs extrêmes, en sachant qu'on retient déjà des sinistres extrêmes, mais on peut s'intéresser uniquement à la queue des extrêmes pour avoir une Pareto qui s'appuie à la fin et une double calibrage. Mais tout ça est traité dans d'autres mémoires, donc je vous renvoie vers ces sources-là. Donc, à cette étape, on a pu calibrer un modèle collectif pour chaque entité du groupe. Et à partir de ces modèles, on peut analyser la perte supérieure à n'importe quel traité de réassurance qui s'y rapporte. Et au travers donc, de milliers de simulations et des méthodes de Monte-Carlo, on obtient n'importe quel prix et l'analyse complète de l'entité d'un traité. L'idée maintenant, c'est de voir s'il est possible de modéliser l'interaction entre les entités, s'il est possible de construire donc un programme interne qui va être adapté au risque et porté par chaque assureur, donc à la perte auquel ils sont exposés et aux appétits, bien sûr, au risque de chacun. La théorie des jeux, donc c'est un ensemble d'outils analytiques qui vise à offrir une compréhension du phénomène de prise de décision face à un problème donné. Donc, les origines de la théorie des jeux remontent, selon certains, au XVIIe avec des écrits de Blaise Pascal, mais tout prend plutôt racine au XIXe et se développe majoritairement, devient une discipline entière au XXe siècle avec la publication d'un ouvrage de Morgenstern et von Neumann. À partir de ce moment-là, ce domaine s'est quand même énormément développé et bien au-delà des applications économiques pour lesquelles on l'utilisait à l'origine.
Et il y a notamment de nombreux liens qui sont tissés avec l'optimisation de la réassurance. Donc là, nous avons maintenant pour objectif de construire un jeu qui va permettre de représenter les interactions entre nos différents assureurs, entre les membres du groupe. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on appelle un jeu? Un jeu, c'est finalement trois éléments. D'abord, c'est un ensemble de joueurs qui, dans notre cas, va être réduit à deux joueurs. On va supposer qu'il y a une relation donc directe en ayant un joueur qui accepte de porter un risque supplémentaire. Donc, il y aura double rôle d'assureur et de réassureur pour le second qui, lui, va céder une partie de son risque bien sûr en échange du versement d'une prime au premier joueur. On a ensuite le deuxième élément qui caractérise un jeu, c'est un ensemble d'actions possibles pour chaque joueur. On va supposer non vide. Et donc là, on a, dans notre cas, une infinité de possibilités si on considère que l'ensemble d'actions définit donc l'ensemble des traités qui est possible d'exister entre les deux joueurs. Il y a une infinité de possibilités, donc il faut s'intéresser à comment on va réussir à discrétiser ça pour l'appliquer directement de manière informatique. Donc, là, ensuite, on a une fonction caractéristique pour chaque joueur qui a pour but donc d'attribuer une valeur réelle à chaque état du jeu, l'état étant la situation où chaque joueur a choisi une stratégie. Euh, donc, la valeur est souvent désignée comme le gain d'un joueur, et dans notre cas, l'objectif est de retranscrire l'appréciation que fait le joueur des gains financiers qui sont permis par ce système de réassurance. Donc, pour l'ensemble de solutions et l'ensemble d'actions qui ont été étudiées, on a décidé de se restreindre à l'ensemble des traités de réassurance non proportionnels. Et le fait que la convention de considérer des traités RC auto, donc illimités, comme je le disais avant, l'exposition de l'assureur étant illimitée, permet de simplifier toutes nos écritures et de définir l'ensemble des pertes uniquement autour de deux paramètres, enfin l'ensemble des sessions uniquement par deux paramètres, pardon, la franchise et les chargements. C'est donc les ensembles de définition de ces deux paramètres qui doivent être ensuite discrétisés pour nous amener à des ensembles d'actions qui seront possibles. À noter enfin que la prime de réassurance, enfin, le principe de prime choisi pour le calcul de la prime entre les deux joueurs est celui de l'écart type. On a supposé ici qu'il n'y avait pas de contrat réciproque possible entre les joueurs et on s'inscrit finalement dans une approche exogène du problème d'optimisation de réassurance, c'est-à-dire que les types de contrats sont fixés. On ne cherche pas à optimiser la forme de la réassurance, mais à optimiser bien les paramètres de contrat qui sont fixes. Reste bien sûr la question de la fonction caractéristique, comme j'évoquais avant, qui doit maintenant définir la préférence pour un assureur envers différents traités de réassurance. Mais alors, comment définir le meilleur programme de réassurance, ou autrement dit, l'optimal? C'est un questionnement qui est au centre de ce problème d'optimisation, bien sûr, et qui se heurte à la raison d'être de la réassurance, puisqu'il cherche à s'adapter à différents besoins de réassureurs, mais des assureurs, mais les besoins qui sont plutôt difficilement quantifiables du fait qu'ils sont multiples. On peut avoir, la réassurance peut servir à accompagner sur de nouvelles affaires, à stabiliser un résultat, augmenter la capacité de souscription, diminuer l'exigence capital réglementaire, enfin, énormément de possibilités et l'utilisation qu'en fait un assureur peut être différente à chaque fois. Bien sûr, la littérature n'est pas en reste sur ce sujet-là et il y a de multiples propositions qui existent et principalement elles peuvent être réparties en trois grandes catégories. On va avoir l'objectif de maximiser l'utilité espérée, l'objectif de minimiser une certaine mesure de risque qui est choisie et fixe, et enfin, on peut combiner les deux critères précédents. Alors, peut-être un petit point d'abord sur l'utilité espérée, sur la théorie de l'utilité espérée. L'idée d'une fonction d'utilité, c'est de redistribuer un peu la vision des gains pour que le passage, par exemple, d'un résultat de 1 à 2 millions
n'ait pas le même impact que de voir passer son résultat de 21 à 22 millions pour un assureur. Alors bien sûr, ce résultat et ce ressenti doit dépendre grandement de l'aversion au risque de l'agent, puisque plus un joueur va craindre le risque et plus le fait d'être dans une situation où il peut se soustraire à un risque doit impacter, doit avoir une utilité plus importante, enfin un gain d'utilité plus important. Donc dans l'ensemble de ces travaux, nous avons considéré deux fonctions d'utilité. La première, c'est la fonction CARA ou CARA, qui est souvent assez classique quand on considère des fonctions d'utilité. Euh, Elle a l'avantage parce qu'elle a l'avantage d'exprimer l'aversion au risque de manière assez claire. On a directement le paramètre ρ qui l'exprime. Ensuite, elle permet de considérer la situation de prime de ruine et de gravité, c'est-à-dire que des valeurs de capital négatives vont être attribuées avec une utilité négative, ce qui est un point intéressant. Le gros inconvénient, c'est principalement son attrait vers un comportement un peu étrange pour un agent économique, qui est que plus son niveau de capital attribué est élevé, plus l'aversion au risque va être importante pour un joueur, ce qui peut paraître déconcertant pour un agent économique. Et une deuxième limite, souvent, c'est que les variations dans l'utilité marginale, lorsque le capital est assez élevé, sont relativement minimes. Donc, c'est parfois difficile d'avoir une fonction, des utilités stables entre les joueurs. On a utilisé une table publiée par Ravin en 2000 pour calibrer le paramètre qui a été retenu dans nos fonctions d'utilité. La deuxième fonction, c'est la fonction CRRA, qui présente elle aussi l'avantage d'être calibrée facilement, donc avec un seul paramètre, et qui cette fois définit le fait que plus le niveau de capital d'un joueur augmente, plus son appétit au risque de la même manière va augmenter. On a également donc un calibrage facile et on a des différences d'utilité qui sont visibles même pour des niveaux de capital importants. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de considération de la situation de ruine, ni même de sa gravité. Et enfin, on a une vision un peu moins intuitive de l'aversion, et on a utilisé une table de Holt-Taylor de 2002 pour calibrer le paramètre R qui est retenu. Alors, la théorie de l'utilité espérée suppose que l'objectif de chaque joueur donc, est de maximiser l'espérance de son utilité, qui est souvent nommée utilité par raccourci. Et dans ce mémoire, nous avons fait le choix d'utiliser comme fonction caractéristique une optimisation de troisième catégorie, entre guillemets, donc une combinaison de la maximisation d'utilité et de mesure de risque. Bien sûr, il nous reste encore à définir quelle est la variable aléatoire sur laquelle on va appliquer la fonction d'utilité. Et pour cela, on posera le cadre suivant. Donc, on retient une portion des primes qui est perçue pour avoir une équivalence prime grave, entre guillemets, du fait que nos modèles collectifs qui ont été modélisés dans la partie 2 pour chaque entité modélisent finalement la perte grave ou les sinistres les plus importants pour chaque assureur. Et donc, en considérant la richesse initiale, on obtient le surplus du joueur en termes de grave. Donc ça, on peut le définir au temps 0, donc avant qu'il y ait une souscription, et au temps 1, où on suppose que la souscription a eu lieu. La fonction caractéristique du joueur va s'appliquer directement sur le surplus de l'assureur. Et c'est donc l'utilité espérée de surplus qu'on va chercher à maximiser, mais on ajoute à cela une contrainte réglementaire qui est construite à partir de la value at risk de niveau 99,5%, et dont le but est de mesurer le risque qui est conservé, supposant que si sa value at risk, donc de la perte, est supérieure à l'ensemble de sa prime, alors son utilité est fixée à zéro, est nulle et donc minimale. L'objectif de cette contrainte, donc par mesure de risque,
C'est double. D'abord, on souhaite assurer le fait qu'un assureur qui accepte de porter un risque supplémentaire le fasse sans impliquer une position trop risquée. Et dans un deuxième temps, on souhaite aussi que tous les assureurs qui ont un engagement à la base qui est un peu trop important par rapport à sa taille soient obligés de céder ou en tout cas inciter à la réassurance et à la cession. Alors cette situation initiale et cette contrainte réglementaire, euh, on voit son impact directement dès cette situation initiale, puisqu'on a trois entités qui commencent avec une utilité nulle, du fait que la contrainte justement de la valuatrice s'applique. Si maintenant on a bien donc la situation initiale de notre jeu, il nous reste encore à en définir les règles. Et pour ça, on a de nouveau trois éléments euh, principaux dans la théorie des jeux, et ce qu'on appelle définir la classe d'un jeu, donc la manière dont le jeu va se dérouler. En premier élément, c'est la circulation de l'information. Donc l'information entre les joueurs est complète, et dite complète si tous les participants sont omniscients par rapport aux possibilités d'action de tous les autres joueurs, et par rapport aux gains possibles et aux motivations de chacun. Si en plus on suppose que les joueurs ont accès à l'ensemble des historiques des décisions qui ont été prises avant, on dit que l'information est parfaite. Alors, ensuite, on a un deuxième élément, c'est l'ordre de choix d'action euh, pour les joueurs, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les joueurs peuvent jouer. Deux cas de figure, tous les joueurs fixent leur stratégie simultanément et en une seule fois, donc, et pour toute la durée du jeu, on appelle ça un jeu statique. Ou une autre situation, donc à l'inverse, certains joueurs peuvent jouer avant ou modifier leurs décisions au cours du jeu, c'est ce qu'on appelle un jeu dynamique. On va considérer donc un premier jeu qui sera statique et un second qui sera dynamique. Enfin, le dernier point, c'est la possibilité de coopérer pour les joueurs, qui implique vraiment des conceptions bien différentes de jeu, puisque dans les jeux coopératifs, donc qui autorisent la coopération, on axe sur le fait que des coalitions se créent, mais ce sont les coalitions qui cherchent à atteindre des gains et qui sont vraiment considérées comme des joueurs à part entière. Le partage ensuite des gains réalisés par la coalition se fait dans un second temps, alors que dans les jeux non coopératifs, à l'inverse, on va considérer directement dans un premier temps toutes les possibilités d'action de chacun des joueurs, et en ayant chacun l'objectif de définir des équilibres et dans cet état de compétition et d'atteindre leur maximum de gains. Donc notre premier jeu sera coopératif et le second sera non coopératif. Notre premier jeu, donc, qui doit fixer, comme je le disais juste avant, dans un jeu coopératif, si on permet la création de coalition, la coalition devient un joueur à part entière. Et donc, le joueur à part entière doit avoir aussi une fonction caractéristique, une fonction d'objectif. On a décidé que ce serait le produit des utilités, enfin des différentes utilités. Euh, Bien sûr, alors dans ce premier jeu, au vu de la situation initiale, un certain rôle est plus ou moins fixé selon la taille des assureurs, c'est-à-dire que le cessionnaire va être une compagnie de taille relativement modeste, alors que le réassureur sera lui plutôt une entité de taille importante dans le groupe. Donc là, on a choisi l'entité 3 et 5 à titre d'exemple, montrer un peu comment fonctionne l'ensemble qu'on nomme le corps qui permet de caractériser s'il existe bien une solution à notre jeu. La notion et l'idée du corps est à peu près analogue à celui de l'équilibre de Nash, c'est-à-dire qu'on cherche à identifier toutes les solutions qui sont stables, où aucune déviation ou changement de stratégie d'un joueur ne peut lui être profitable. Donc c'est-à-dire c'est l'ensemble des solutions qui vont être rationnelles de manière collective, donc aucun joueur n'a intérêt à sortir de la coalition et il perdrait des gains à sortir de la coalition, ce qui correspond dans les graphiques qui sont affichés euh, à la partie supérieure droite des courbes, le SC faisant référence à l'absence avec contrainte et sans contrainte, donc SC sans contrainte, AC avec la contrainte.
pour montrer l'impact que peut avoir la contrainte réglementaire sur l'utilité et sur les maximums de solutions qui sont atteignables. Là, les points qui sont représentés, c'est des répartitions aléatoires de l'ensemble des primes et de l'ensemble des richesses et de l'ensemble des sinistres de la charge envers les deux assureurs. L'idée étant vraiment d'identifier s'il existe des solutions. Donc c'est un peu dans une vision réassurance, comme s'il y avait des codes-parts gratuits entre les joueurs. Mais donc là, on voit bien là, tous les points rouges caractérisent finalement des solutions et tous les points même à droite de la courbe caractérisent des solutions. L'idée maintenant, c'est de voir si ces solutions peuvent aussi être atteintes à l'aide des traités non proportionnels qui ont été choisis en amont. Alors, on peut représenter la valeur du critère d'optimisation selon les deux paramètres choisis, donc soit sur les traités accident de perte, soit sur les traités stop-loss. À savoir que à ce stade-là, euh, alors, les résultats ont été poussés jusqu'au bout, mais on voit sur l'existence des corps la disparité de la fonction, de l'utilité de la fonction Cara, notamment due à cette absence euh, à cette absence de marginalité sur les valeurs de capital les plus extrêmes, ou à l'inverse, d'attribuer des valeurs vraiment extrêmement différentes selon la situation et l'appréciation pour des valeurs finalement de richesse qui ne sont pas si éloignées. Donc, on a décidé à partir de ce stade-là d'écarter la fonction K au vu de l'instabilité des résultats qu'elle fournissait et de se concentrer plus particulièrement sur la fonction CRRA. Donc, tout ce qui suit sont des exemples de résultats qu'il existe entre l'entité 3 comme joueur 1, l'entité 5 comme joueur 2, et en utilisant la fonction d'utilité CRA comme référence. Donc là, on retrouve la vision du critère d'optimisation selon les deux paramètres. On peut également représenter les gains d'utilité pour chacun des joueurs. Euh, et enfin, obtenir des traités entre guillemets optimaux, c'est-à-dire les traités qui vont maximiser notre critère d'optimisation et qui impliquent des niveaux d'utilité différents, donc pour le joueur 1 et pour le joueur 2. Euh, alors, la problématique ici, c'est que ce type de jeu coopératif est finalement dit à utilité non transférable, puisque les valeurs d'utilité qui sont gagnées lors de la création de ce traité ne peuvent pas être échangées entre les joueurs. C'est-à-dire que chaque joueur valorise ses gains dans une monnaie différente, entre guillemets, et le résultat qui est obtenu pour chacun ne peut pas être divisé ou fixé. Donc, on est obligé de considérer une revalorisation des gains dans une monnaie commune. Et pour ça, on utilise le fait que la fonction d'utilité, donc est continue et strictement monotone, et donc elle admet une inverse. Est possible de basculer cette estimation donc dans des gains et des visions de montant de gains ressentis en euros. Et on suppose donc que l'euro est une monnaie perçue de la même manière par tous les joueurs, afin d'obtenir un jeu où le partage est possible. Et donc où on peut répartir les gains réalisés par la coalition entre les joueurs. Alors si ce partage est possible, reste quand même la question de savoir s'il peut être partagé de manière équitable. Et là, on utilise un autre concept de la théorie des jeux qu'on appelle la valeur de Shapley, qui est l'idée qu'on attribue à chaque joueur l'espérance arithmétique de ses gains lorsque tous les ordres de formation de la coalition sont équiprobables. C'est-à-dire que si on suppose un jeu où chaque joueur qui rentre se voit attribuer l'ensemble des gains qu'il apporte à la coalition, on fait ensuite la moyenne de l'ensemble des gains qu'il peut gagner peu importe son ordre d'entrée. Donc on obtient, grâce à cette valeur de Châtelet, une répartition équitable entre les joueurs, que ce soit pour le traité stop loss ou le traité XS choisi. Alors, le choix de cette solution est quand même assez intéressant puisqu'elle assure la rationalité de tous les joueurs et assure aussi une rémunération qui est assez semblable pour tous les joueurs. Donc, il n'y a pas vraiment de plus-value lorsque
un joueur pourrait former une coalition ailleurs. Dans notre cas, on a seulement deux joueurs. Donc, ils commencent avec tous les deux des gains nus et des gains nuls. Et donc, la valeur de chapelet correspond finalement à la division de ces gains. Alors là, on a établi finalement que le joueur 1 avait gagné un peu plus que ce qu'il aurait dû. Et donc, on doit établir une reversion des parts des bénéfices qu'il a réalisés. On doit reverser au joueur 2 une part de la prime que celui-ci a payée. Euh, voilà. Alors, après, de par le fait qu'il existe des liaisons des liens de confiance historiques entre les différentes entités du groupe, on peut constituer donc une vision binomiale, entre guillemets, enfin une vision de trois binômes qui représentent alors l'ensemble du groupe et l'ensemble du programme de réassurance qui pourrait être construit. Euh, une première solution de programme de réassurance interne. Euh, et on remarque là que le partage de gains n'est pas toujours dans le même sens, c'est-à-dire que c'est pas toujours le joueur réassureur qui doit reverser une partie de la prime perçue, mais il y a parfois des transactions qui doivent se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que on doit appliquer une surprime, une prime supplémentaire doit être versée par le second joueur pour assurer la stabilité du transfert de risque qui a lieu. Alors, une fois qu'on avait atteint cette première solution dans la construction de programmes internes, on essaie de se questionner s'il était finalement aussi possible de construire un jeu qui considère l'existence cette fois d'un réassureur marché, entre guillemets. Et donc, pour cela, on a défini un deuxième jeu. Euh, Cette fois, donc, un joueur est un assureur, le second est un réassureur qui est considéré donc, dans cette perspective assez particulière de vouloir représenter l'offre du marché. Et donc, il est supposé, au nom de la concurrence entre les réassureurs, neutre au risque, c'est-à-dire avec une fonction d'utilité égale à la fonction identité. Et au vu, ce qui nous donne une autre fonction caractéristique, une fonction caractéristique modifiée pour le joueur 1. Deuxième élément, c'est qu'au vu du caractère assez oligopolistique du marché et la mainmise, en tout cas au moment de 2023, au moment où ces résultats ont été faits, assez importante des réassureurs sur les tarifs, on accorde un avantage stratégique à ce joueur et on revêt donc le jeu dans une forme dynamique et on laisse le réassureur occuper une position de leader en jouant en premier et en fixant un taux de chargement. L'assureur, ensuite, lui, va ajuster sa stratégie en choisissant son niveau de franchise. Savoir que sans cet ordre de jeu, finalement, le jeu ainsi construit ne peut pas admettre d'équilibre puisque un joueur a toujours intérêt à diverger, c'est-à-dire que l'assureur aura toujours intérêt à diminuer les chargements et inversement pour le réassureur, toujours intérêt à les augmenter. Alors dans ce cadre dynamique, le fait d'avoir un joueur leader et d'essayer de trouver un équilibre, c'est ce qu'on nomme l'équilibre de Stalkelberg. Et donc c'est cet équilibre-là qu'on recherche. On peut toujours représenter les gains d'utilité qui sont réalisés par le réassureur et par l'assureur, que ce soit sur les traités ICS ou sur les traités stop-loss. Euh, et l'idée ensuite, c'est de cet équilibre de Stackelberg, c'est de nous permettre d'atteindre un équilibre et d'obtenir un équilibre entre les joueurs. Alors avec ce jeu, on atteint des résultats qui sont assez critiquables, puisque les entités de grande taille ne parviennent pas toujours à trouver un accord avec le réassureur marché. On a des contrats qui aboutissent avec des utilités négatives, donc juste qui refusent complètement d'entrer sur le marché de la réassurance. Et à l'inverse, les entités de petite taille vont souscrire des traités à des prix et à des taux de chargement qui sont extrêmement importants. Et en fait, ceux-ci sont bloqués dans un cercle un peu des plus coûteux où la réassurance est chère, mais plus la réassurance est chère, plus la contrainte réglementaire va se déclencher et donc va obliger l'assureur à baisser sa rétention. Alors, bien sûr, dans les faits, le maintien de ce besoin de cession est très logiquement lié au niveau d'aversion et au risque fixé par le joueur. Mais à partir d'un certain niveau, tous les types de joueurs, à partir d'un certain niveau d'aversion,
on peut remarquer que finalement tous les types de joueurs deviennent cessionnaires et sont prêts à céder une partie du risque. Euh, c'est ce qui nous amène à nous interroger un peu sur les limites de toutes ces approches-là. C'est-à-dire que les hypothèses sont nombreuses, soit le principe de prime qui a été choisi à l'origine, qui peut avoir un impact certain sur les résultats. La définition de l'optimal qui a été retenue, on l'évoquait précédemment, mais il y a plein d'autres manières de définir un optimal dans la réassurance, en minimisant la probabilité de ruine, par exemple, ou en utilisant une autre mesure de risque. Et enfin, sur les niveaux d'aversion au risque et sur les fonctions d'utilité qui ont été choisies, un impact très important, et on le voit là sur le second jeu où c'est un impact très concret. Alors bien sûr, notre objectif était d'analyser un peu la viabilité d'un programme de réassurance interne sur la branche RC Auto, et on aboutit finalement à la conclusion que le recours au marché de la réassurance, il est profitable uniquement dans le cas où il y a des transferts de risques qui sont importants et qui peuvent justifier des niveaux de chargement qui ne seraient pas supportés par un assureur entre assureurs du même groupe. Alors si finalement ce mémoire peut aussi être un peu une ouverture vers la possibilité d'application concrète de la théorie des jeux dans le secteur de la réassurance, ce sera aussi bien sûr un autre objectif. Je crois que j'ai un peu tardé dans le temps, donc je... Alors sur l'application concrète des travaux qui ont été réalisés, parce qu'il y a une question, est-ce que cette étude a été appliquée à aider à construire des programmes internes? Concrètement, le gros enjeu, c'est sur ces fonctions d'utilité qui ont été utilisées et sur le calibrage de ce paramètre d'aversion au risque. Donc, toutes ces questions-là ont été posées, ont été essayé de les mettre en place, mais sous et en gardant bien conscience cette limite de calibrer l'aversion au risque sur un unique paramètre qui est assez problématique. Alors, il y a des fonctions d'utilité qui peuvent permettre un calibrage plus fin avec un nombre de paramètres plus important. Donc, c'est possiblement d'autres ouvertures et un autre débouché sur les travaux qui ont été réalisés. Bon, bah, je crois que toutes les questions ont été... Ah, non, pardon. Vous comparez les solutions de ce modèle avec des solutions d'optimisation définies par le groupe. Il y a eu des... Ouais. Oui, oui, dans les faits, c'est sur les applications concrètes et sur la construction d'optimisation, il y a énormément de sujets, énormément de panels très larges de choses qui sont faites. Et bien sûr, c'est intégrer ces éléments-là, c'est juste un soutien dans l'aide à la décision, mais principalement un outil supplémentaire et, qui s'ajoute à tout ce qui est déjà en place. Oui. Bon, je crois que cette fois, toutes les questions ont bien été traitées. Donc, merci à tous pour votre présence et merci aux organisateurs aussi de la réunion. C'est toujours très agréable de voir ces webinaires. Donc, de passer de l'autre côté, c'était une expérience très sympathique. Merci à tous et merci à mes encadrants et à la direction réassurance session de Covea aussi pour m'avoir laissé creuser ce sujet qui était, ma foi, très passionnant.